Une chose importante, c'est maintenant de passer à un aspect plus concret. Vous avez dans l'ouvrage un tableau qui est extrêmement important pour les applications pratiques parce qu'il vous permet de voir les ordres de grandeur de variation de H quand vous calculerez le coefficient de transfert H. Entre parenthèses, 2 remarques sur le coefficient de transfert H. Il n'y a que, je ne sais jamais, 26 ou 27 lettres dans l'alphabet. 26 ? Bon. Alors, ce n'est pas suffisant pour inventorier toutes les notions dont on a besoin dans la discipline. Donc, vous avez 2 H. Je vous rappelle que H script, y compris dans le document, c'est l'enthalpie massique, tandis que le coefficient de transfert, c'est H italique. Et H italique, coefficient de transfert, convectif, ça a comme dimension des watts par mètre carré et par Kelvin. Alors j'en reviens à ce tableau, vous voyez bien que le coefficient de transfert a cette dimension, et ce tableau est important parce qu'il permet de comparer d'abord la convection naturelle et la convection forcée pour différents types de fluides. Alors on a mis les fluides industriels les plus courants. Un gaz, alors le gaz le moins coûteux c'est l'air, de l'eau, c'est ce qu'il y a de moins coûteux, mais toute l'industrie repose sur le coût, je vous rappelle. Et en convection forcée, on a rajouté un métal liquide, qui a une idée de l'application des métaux liquides. On va voir tout de suite que c'est extrêmement performant un métal liquide. Ça sert à quoi? Bon, alors, l'application phare des métaux liquides, mais il y en a bien d'autres dans l'industrie, c'est le fluide caloporteur idéal pour les centrales nucléaires à neutrons rapides, parce que c'est un fluide extrêmement performant qui n'est pas ralentisseur de neutrons. C'était le fameux Phénix Superphénix, arrêté en 2000. Il faut savoir que la première priorité nucléaire du pays, c'est de relancer ça dans 20 ou 30 ans. Et que dans le monde entier, dans le programme nucléaire génération 4, la première priorité, c'est de relancer aux États-Unis, en France, au Japon, en Corée, c'est de relancer des centrales nucléaires à neutrons rapides avec un fluide caloporteur, le sodium. Et on va voir tout de suite l'intérêt du sodium. Alors comparons ces différents fluides. Premièrement, prenons le même fluide, un gaz, de l'air, en convection naturelle et en convection forcée. Eh bien, vous voyez tout de suite que vous avez un rapport 10 entre les coefficients de transfert. Les vitesses atteintes en convection forcée sont beaucoup plus élevées qu'en convection naturelle. C'est simplement les épaisseurs des sous-couches qui vont être beaucoup plus grandes en convection naturelle qu'en convection forcée. De la même façon, vous avez ce même rapport entre convection naturelle et convection forcée pour l'eau, et vous avez d'autre part le fait que l'eau est beaucoup plus efficace comme fluide caloporteur qu'un gaz, tout simplement parce que la conductivité de l'eau est de l'ordre de 0,6 watts par mètre par Kelvin, celle d'un gaz est de quelques 10-2, dépendant de la température. Donc, il vaut mieux être en convection forcée avec de l'eau qu'en convection naturelle avec de l'air. Alors, je peux faire appel à une expérience pratique de la vie de tous les jours. Je crois que vous avez tous plus ou moins été confrontés à ce problème parce que vous avez des petits frères, des cousins, des neveux, des nièces. C'est la problématique thermique fondamentale du refroidissement du biberon. Vous avez un biberon, il est toujours trop chaud. Et bébé a faim. Il faut le refroidir rapidement. Alors, vous avez la première méthode. Vous prenez le biberon, vous le posez sur la table. Convection naturelle dans le lait à l'intérieur, convection naturelle dans le lait à l'extérieur, bébé a le temps de hurler. Deuxième méthode, vous le plongez dans une casserole d'eau froide. Alors vous avez toujours la convection naturelle, mais dans l'eau à l'extérieur, il y a un progrès. Vous aviez une autre méthode, si vous ne disposez pas d'eau, c'est vous agitez le biberon. Vous agitez le biberon, vous passez en convection forcée dans le lait intérieur, lié au mouvement que vous apportez l'énergie mécanique. Vous avez convection forcée à l'intérieur du biberon, convection forcée à l'extérieur. Grand progrès. Et la méthode la plus performante,
c'est pas forcément écologique, c'est vous prenez le biberon et vous l'agitez sous un robinet d'eau. Dans ce cas-là, vous avez les performances maximales. Bon, je vous dis ça, c'est pour vous dire que les transferts thermiques sont dans tous les aspects de la vie quotidienne, pas seulement de la vie industrielle. Alors, regardez les performances, vous voyez que les métaux liquides sont une classe au-dessus de l'eau pour les coefficients de transfert obtenus dans des applications industrielles faisant appel à des flux extrêmement intenses. On arrive à des coefficients de transfert de l'ordre de 100 000 contre 12 000 watts par mètre carré et par kelvin pour l'eau. C'est pour ça que c'est le sodium. Alors le sodium pose des tas de problèmes, vous aurez l'occasion de voir ça dans une petite classe, je crois. Pose des problèmes de réactivité avec la moindre trace d'eau. Bon, ça c'est les problèmes du conditionnement industriel. Alors deuxième remarque, vous avez aussi un autre type d'application, c'est quand vous avez un changement de phase. Quand vous avez un changement de phase, que ce soit par ébullition ou par condensation, vous avez d'excellents coefficients de transfert. Ceci étant dit, on ne peut pas imaginer qu'on soit en diphasique à l'intérieur des tubes d'une centrale. Si ça existe, c'est les modèles à eau bouillante, mais on évite ça actuellement dans le système dit des réacteurs à eau pressurisée. Je reviens à mon radiateur d'automobile de tout à l'heure. Vous voyez ici pourquoi la surface d'échange offerte à l'air est beaucoup plus grande que la surface d'échange offerte à l'eau. C'est tout simplement parce que les transferts par convection forcée dans un gaz sont beaucoup plus faibles que les transferts par convection forcée dans l'eau. Donc pour équilibrer, on est obligé de mettre ce système d'ailette horizontale pour augmenter la surface d'échange entre l'air et les parois, et on n'a pas besoin d'une très grande surface d'échange entre l'eau de refroidissement et les parois, un tube vertical suffit.